60 ans d'indépendance, ça se fête. Nous parlons de la République démocratique du Congo qui totalise 60 ans d'indépendance. Depuis quand le pays a commencé à participer aux négociations en rapport avec le changement climatique? Et pour en parler, nous recevons le négociateur senior de la République démocratique du Congo, M. Tossi Panou-Panou. Tossi Panou-Panou préside depuis le début des années 2017 la coalition de nations de forêts tropicales humides. Pour un mandat de 10 ans et en 2016, il a été à la tête du groupe de pays le moins avancé, PMA en sigle. Une structure qui compte plus d'une quarantaine de pays d'Afrique, d'Asie, d'Océanie et des Caraïbes. CRD congolais de 41 ans est à ce jour l'un des principaux négociateurs du groupe d'Afrique pour les conférences de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Cet expert de la RD Congo a conduit la délégation des négociateurs de la RD Congo à la 21e conférence de parties à Paris, COP 21 en sigle. Depuis 2007, il participe à toutes les conférences climatiques onusiennes. Élu président du groupe des négociateurs africains lors de la conférence de Copenhague en décembre 2009, cet ancien élève de l'École nationale d'administration en France a occupé cette fonction jusqu'à la conférence du Durban en décembre. Économiste de formation, Tossi Panou-Panou possède plus de 18 années d'expérience dans le secteur de finance, du développement économique, de l'environnement et de la diplomatie. Son cursus académique comprend également un diplôme de MBA en finance et investissement, ainsi qu'une maîtrise en études européennes et relations internationales. C'est chevronné en environnement et financement climatique, siège au conseil d'administration du Fonds vert pour le climat, institution créée sous la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique et ayant pour vocation à financer la transition verte des économies de pays en développement. Tossi Panou-Panou est également membre au conseil d'administration de la Mutuelle panafricaine de gestion du risque climatique, une agence spécifique de l'Union africaine. Après avoir travaillé comme consultant à la Banque mondiale à Washington DC de 2000 à 2003, Tossi Panou-Panou a rejoint le ministère des Affaires étrangères et la coopération internationale de la RD Congo où il travaillait comme conseiller durant 4 années de 2003 à 2007. Merci de nous recevoir chez vous. Nous l'avons dit, nous parlons des négociations climatiques. Ce jour, la République démocratique du Congo totalise 60 ans d'indépendance. Et cette question des négociations climatiques a commencé à marquer l'histoire du pays à partir de quelle année? Je dirais sans doute à partir du 3e sommet de la Terre qui s'est déroulé en 92 à Rio de Janeiro. Parce que c'est là qu'ont été adoptées les 3 conventions sœurs de Rio, donc la convention sur les changements climatiques, la convention sur la biodiversité, et la convention sur la désertification. Et donc ces 3 conventions ont été adoptées par les États parties. Il y a eu un processus de ratification qui est entré en marche, et à partir de 1995, donc 3 ans après le sommet de la Terre de Rio, il y a eu la première conférence des parties à la Convention climat. Et la RDC a commencé à prendre part à ces discussions multilatérales portant sur la gouvernance internationale sur le climat. Et la RDC a été présente au cours de toutes ces années jusqu'à la récente conférence de Madrid, qui était donc la 25e conférence des parties à la Convention climat. Et donc, je dirais donc depuis 92, la RDC est active dans ces cercles-là. Participe avec quelle note? Je pense que la RDC, compte tenu des moyens mis en place, la RDC joue constamment un rôle au niveau des pays africains. La RDC a un leadership assumé au niveau des pays africains. Et je dirais que la RDC est sans doute autour de 8 sur 10 dans ses participations. Alors s'il faut parler des négociations, le pays participait avec quel discours? Est-ce le même? Un discours qui a changé, qui a obtenu un gain de cause? C'est une négociation où il y a 200 pays. Donc si vous allez tout seul en défendant vos seuls intérêts et que vous n'avez pas le poids économique, politique et financier de certains grands États, pour ne pas les nommer les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Union européenne,
Si vous n'avez pas ce poids-là, c'est difficile de faire porter votre voix. Et donc il faut alors à ce moment-là procéder au sein de coalitions de pays. Parce que si les 54 pays africains s'approprient l'un des intérêts de la RDC, qui est par exemple celui de la préservation des forêts, parce que les forêts jouent un rôle de stabilisation du climat, hein. Si jamais 54 pays africains parlent d'une seule et même voix, et que cette voix-là porte notamment sur les thématiques importantes de la RDC, on ne peut pas ignorer cette voix-là. Donc la RDC, au cours de ces conférences, au cours de ces négociations, s'assure qu'il y a une appropriation des thématiques qui lui sont chères, une appropriation qui va au-delà de la simple démarche nationale. Donc on commence par la sous-région d'Afrique centrale, des pays du bassin du Congo, où on leur dit il faut qu'on reconnaisse le rôle que jouent nos forêts dans la stabilisation du climat, et il faut mettre en œuvre des actions qui puissent réduire les menaces qui planent sur cette forêt, c'est-à-dire une agriculture de subsistance qui se pratique de manière itinérante à travers du brûlis. C'est une grosse menace pour nos forêts. Il y a des besoins en énergie. Les gens n'ont pas suffisamment accès à l'énergie et donc il faut pouvoir augmenter l'accès. Et aujourd'hui, ça se fait à travers les énergies renouvelables qui peuvent être déployées de manière décentralisée. Il faut renforcer la gouvernance au niveau de la forêt. Il faut renforcer les moyens de surveillance de cette forêt. Donc la RDC, lorsqu'elle va dans cette négociation, essaye de faire de telle sorte que ces positions soient adoptées par les pays d'Afrique centrale et ensuite par tous les pays africains. Place à l'éco-découverte. Éco-découverte. Le monde entame une période de surconsommation des ressources. The Global Footprint Network, un institut de recherche international établi à Oakland, en Californie, a révélé un Overshoot Day, entendez par là jour du dépassement. Les chiffres sont plus alarmants que l'année dernière. L'humanité vit désormais à crédit. 100% des ressources prévues pour la consommation jusqu'en décembre 2018 viennent d'être épuisées en seulement 7 mois. À la lumière de ces données, cette année, des arbres ont été coupés à un rythme très accéléré que celui de leur croissance. Plus de poissons dans les mers ont été prélevés. Des carbones ont davantage été rejetés dans l'atmosphère que les forêts et les océans peuvent en absorber. Conséquence de cette surconsommation, la déforestation, le déclin de la biodiversité, pénurie en eau, acidification des océans, érosion des sols, accumulation des déchets ou encore élévation de la concentration de CO2 dans l'atmosphère qui affecte l'ensemble du globe. Monsieur Tossi, c'est quoi les retombées de toutes ces différentes participations? Les retombées, je dirais, sont de divers ordres. Il y a une présence diplomatique importante de la part de la RDC, qui est donc là dans les cercles où se prennent des décisions importantes par rapport aux options futures qui sont levées en termes de gouvernance climatique et environnementale. Et la RDC, comme je disais, a eu à jouer plusieurs rôles de leadership en présidant certaines coalitions. Donc il y a, je dirais, ce prestige, il y a le fait que la RDC soit là où les décisions sont prises. Il y a également des retombées au niveau d'une plus grande clarté par rapport à ce qui doit être entrepris. Et la RDC aujourd'hui a un engagement de l'ordre de 17% des réductions de ses émissions de gaz à effet de serre entre 2020 et 2030. Donc c'est la vision de la RDC. C'est sa contribution. Mais qui peine toujours à prendre corps jusqu'ici. Oui, donc en tout cas c'est sa contribution aux efforts globaux qui doivent être faits pour préserver la planète d'un réchauffement climatique qui soit dangereux pour l'humanité. Et donc la RDC a conditionné ces 17% de réduction
à des appuis financiers de l'ordre de 12 milliards de dollars pour les efforts d'atténuation, les efforts qui visent à réduire ces émissions, et de 9 milliards de dollars pour les efforts d'adaptation, donc les activités, les politiques qu'il faut mettre en œuvre pour s'adapter aux effets néfastes du changement climatique. Donc il y a, comme je disais, cette forte présence au niveau politique, diplomatique. Il y a une clarté par rapport au rôle que nous devons jouer, au rôle que nous assumons. Et il y a également une détermination de manière claire des financements dont nous avons besoin. Et où est-ce que nous en sommes avec cette CDN? La CDN, vous voyez, la RDC, nous ne restons pas les bras croisés. Donc la RDC a un plan national stratégique de développement. La RDC a pris des engagements au niveau des objectifs de développement durable, l'agenda 2030. La RDC a également pris des engagements au niveau de la biodiversité. La RDC a également développé une stratégie cadre pour le mécanisme de réduction des émissions liées à la déforestation, à la dégradation des forêts. Et donc il était important qu'on puisse faire une espèce d'alignement de notre CDN, la contribution déterminée nationale, donc nous devons faire entre 2020 et 2030, avec ces autres plans et ces autres projets et programmes que auxquels le pays a souscrit. Et donc ce travail-là est en train d'être fait. Il est piloté par la direction du développement durable, qui est logée donc au sein du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Et il y a un appui qui a été mis à disposition, qui est canalisé à travers le programme des Nations Unies pour le développement, mais c'est un financement de l'Union européenne et du gouvernement allemand qui vise justement à aider le pays à décliner cette contribution déterminée nationale en projet, en programme, en politique qui soit crédible et bancable. C'est-à-dire que cette aspiration que nous avons pour réduire nos émissions de 17%, comment est-ce qu'elles peuvent être déclinées dans différents secteurs de la vie nationale et à différentes échelles également. Qu'est-ce qui est fait par le gouvernement central? Qu'est-ce qui est fait par les gouvernements provinciaux? Qu'est-ce qui est fait au niveau local? Donc c'est ce travail-là qui est en train d'être fait, qui vise donc à affiner cette CDN et à pouvoir se l'approprier à tous les niveaux. Et s'il faudra encore reparler de cette CDN, adaptation, atténuation, qu'est-ce qui nous concerne le plus et pourquoi est-ce que c'est plus l'atténuation qui a une enveloppe plus importante? Oui, donc l'atténuation a une enveloppe plus importante parce que déjà lorsqu'on parle d'adaptation et d'atténuation, il faut savoir que lorsqu'on mène une action d'atténuation, il peut avoir des co-bénéfices liés à l'adaptation. Donc en finançant l'atténuation, on finance indirectement également l'adaptation et vice-versa. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce que la RDC doit faire pour réduire ses émissions, son profil d'émissions est fortement lié à la déforestation. La RDC est un pays faiblement industrialisé, donc nos usines, notre secteur productif ne pollue pas énormément. Même le secteur minier, sa production est marginale. Le gros de nos émissions de gaz à effet de serre provient de la déforestation. Et la RDC avait souscrit à certains objectifs, tels que stabiliser son couvert forestier environ 64%. C'est malheureusement un combat que nous sommes en train de perdre, puisqu'aujourd'hui le couvert forestier de la RDC est de 53% de la superficie nationale. Et donc il faut mettre en œuvre des actions pour pouvoir gérer les moteurs de la déforestation. Et ces moteurs-là sont essentiellement l'agriculture itinérante sur brûlis, les besoins énergétiques, la faible gouvernance au niveau de la forêt. Si vous parlez de besoins énergétiques, nous avons par exemple les INGAC qui manquent, ce sont les financements. Vous pensez que c'est impossible de pouvoir mobiliser des financements? Disons que INGA n'a pas vocation à servir de solution miracle pour protéger la forêt. Il faut vraiment aller là où les gens sont et où ils utilisent par exemple du charbon de bois, là où ils ont recours à des modes artisanaux de génération d'énergie. Et donc on peut par exemple voir où sont les points chauds
de cette déforestation, qui ne sont pas forcément liées à la ligne aux tensions de Inga. Et il faut essayer de trouver des solutions locales pour ces endroits-là. Et aujourd'hui, on a par exemple des solutions à travers l'énergie solaire qui peut être produite donc de manière décentralisée, en dehors d'un réseau central. Vous pouvez aller dans une petite localité, vous produisez votre énergie là, une énergie solaire, et au fur et à mesure que les besoins augmentent, vous pouvez de manière modulaire augmenter cette production. Et aujourd'hui, c'était des solutions qui étaient assez onéreuses il y a 10 ans. Aujourd'hui, les prix ont fortement baissé et ça devient véritablement des solutions qui sont abordables. Et donc, à travers notre CDN, nous avons donc chiffré quels seraient les besoins pour pouvoir accéder à plus d'énergie, pour pouvoir adopter des modes de production agricole qui soient moins nocifs par rapport à la forêt. Et donc, lorsqu'on a chiffré tout ça, on arrive au chiffre de 12 milliards de dollars. C'est un chiffre qui avait été adopté de manière assez globale, en extrapolant, et justement en revisitant notre CDN par rapport à l'objectif de 17% de réduction que nous nous sommes donnés, nous verrons si ce chiffre de 12 milliards est crédible ou s'il faut le revoir à la hausse. Alors, pour les questions d'adaptation, effectivement, là, il s'agissait également de voir comment rendre l'agriculture plus résiliente, comment lutter contre l'érosion côtière, comment préserver certaines espèces qui sont en danger. Je pense par exemple à la mangrove au niveau du littoral de Mwanda. Une autre déclinaison de l'engagement du pays au niveau international, c'est aussi le Challenge Bond. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Nous avons été sur la première rue où a été lancée cette opération par l'ex-président de la République, Joseph Kabila. Nous comprenons que c'est une opération qui n'a pas très bien marché. On peut même dire qu'il peine à décoller convenablement. Oui, disons que si je ne m'abuse, si je me trompe dans les chiffres, je pense que nous avons pris l'engagement de reboiser 8 millions d'hectares. 8 millions d'hectares, exactement. Voilà, c'est ça. Et nous sommes loin du chiffre. Mais le chef de l'État actuel porte un projet qui s'appelle 1 milliard d'arbres. S'il est opérationnalisé, d'ici 2023, si nous plantons 1 milliard d'arbres, nous pourrons peut-être couvrir environ 5 millions d'hectares de forêt. Ça rentre dans la même logique. Ça pourrait nous aider à accélérer l'atteinte des objectifs du Challenge de Bonn. Puisque donc d'ici 2023, nous pourrons amplement couvrir une partie de l'engagement auquel le pays a souscrit dans le cadre du Challenge de Bonn. On va prendre l'éco-créativité, chers téléspectateurs. Éco-créativité. De la théorie à la pratique, Philippe Nkobe connaît désormais la valeur de son boisement d'acacia, de l'arbre sur pied à l'acacia transformé en charbon de bois ou en bois de chauffe. Bato bazali na bazamba, bazali na basavane. Nazoko senga na bango, bakote ezali vraiment affaire moko malamu. 8 ans après, okoko zwa investissement moko wa kitoko. Et avec lui, quelques paysans motivés et formés par le PIF pour la valorisation du boisement d'acacia. À partir de la formation, on a CP là qui a une initiative de papa Philippe, il y a monde et na salle fort na le baba moyen pour nous comme principal. Pour nous somba banzete nous permettre ngai pour nous sala na boulangerie na ngai. Mais est-ce que la question écologique est très bien défendue? Je pense qu'il y a une très grande appropriation de cette thématique. Lorsqu'on regarde aujourd'hui autour du chef de l'État, on sait par exemple qu'il a un directeur de cabinet adjoint chargé de cette thématique, puisque son directeur de cabinet adjoint est chargé des questions à caractère social et environnemental. Il est également un conseiller spécial chargé de l'environnement, du développement durable.
il a également une conseillère principale chargée des questions environnementales et de l'urbanisme. Récemment, le chef de l'État a également établi par ordonnance une agence congolaise de transition écologique et développement durable, dont la coordonnatrice a, je pense, rang de conseiller spécial. Donc cela, je pense, dénote en tout cas de la volonté du chef de l'État de s'impliquer sur cette thématique et d'en faire l'un des fers de lance de son programme au cours des 5 ans de son mandat. La République démocratique du Congo totalise 60 ans d'indépendance. Vous êtes négociateur senior climat du pays. Est-ce que vous négociez comme il est faut? Il y a quelque chose qui vous manque? Je pense qu'on négocie comme il se doit. Lorsque nous allons dans cette négociation, nous avons les pleins pouvoirs qui nous sont délivrés par le ministère des Affaires étrangères. Donc nous nous engageons avec toute la légitimité qu'il faut. Nous faisons beaucoup de réunions préparatoires en amont de ces négociations où nous consultons la société civile dans ce sens le plus large, c'est-à-dire les ONG, les communautés locales, le secteur privé, les autres ministères dont les activités ont une incidence sur les émissions de gaz à effet de serre du pays. Et donc, après cette préparation, nous allons donc à cette négociation pour le climat. Et donc, nous sommes bien outillés. Souvent, cette négociation se fait donc à 2 niveaux. La première semaine de la conférence, c'est nous les experts. Et la deuxième semaine, nous sommes rejoints par les autorités politiques. Et en général, la RDC, c'est souvent le niveau ministériel qui est là, à ces rencontres-là. Une fois en 2016, il y a eu un sommet organisé par l'ancien secrétaire général des Nations Unies. Et là, la RDC était représentée donc, par son chef de l'État. Donc je crois que cette année, la conférence des partis a été reportée à l'année prochaine, suite à la pandémie de Covid. Nous espérons que la conférence qu'il y aura l'année prochaine, donc en novembre 2021, nous espérons pourquoi pas compter sur la présence de notre chef de l'État. C'est le souhait le plus ardent. C'est le souhait que nous avons, d'autant plus que le chef de l'État l'année prochaine sera président en exercice de l'Union africaine. Donc s'il vient à cette conférence, il parlera non seulement au nom de la RDC, mais au nom des 54 pays africains. Et donc en tant que négociateur senior de la RDC, être dans une conférence et savoir que son chef de l'État est là, ce serait vraiment le vœu le plus ardent que l'on pourrait avoir. Et lorsque vous négociez, n'avez-vous pas besoin d'un quelconque accompagnement? Nous avons un accompagnement au niveau technique. Nous sommes là, des négociateurs de la RDC qui connaissent leur travail, pour certaines thématiques qui évoluent très vite et pour lesquelles l'expertise nationale n'existe pas. Parfois, nous avons recours à des consultants internationaux. Et quelquefois, malheureusement, c'est vrai que les moyens font défaut. C'est-à-dire que s'il faut aller à une conférence où il y a une délégation américaine qui a 30, 40 délégués, la RDC, malheureusement, parfois, nous n'arrivons pas à mobiliser un tel financement à travers le trésor public. Nous arrivons à mobiliser d'autres financements, mais le financement qui provient de l'État lui-même, quelquefois, n'est pas au rendez-vous. Je dois tout de même dire qu'au cours des dernières conférences des partis, le gouvernement a quand même donné suffisamment de moyens pour que nous puissions avoir des bureaux, des stands où la RDC est représentée. Et donc c'est un grand forum international où il y a un bureau de la délégation congolaise. Et je dois vous dire que ce n'est pas tous les pays africains qui ont les moyens de le faire. Mais au cours des dernières conférences des partis, que ce soit à Madrid l'année dernière, que ce soit à Katowice en Pologne l'année d'avant, que ce soit à Bonn l'année précédente ou à Marrakech l'année d'avant, et même à Paris, la RDC en tout cas avait un bureau de délégation, avait un stand. Et cela coûte relativement cher.
Donc cela montre quand même la volonté politique au niveau du pays d'être bien représenté. Comment souhaitez-vous voir ces négociations continuer? Il faut qu'on finalise les règles de mise en œuvre de l'accord de Paris. L'accord de Paris donc a été adopté en 2015 à Paris. Il est entré en vigueur en 2016 et les pays avaient accéléré le processus de ratification parce qu'on était conscient qu'il y aurait une élection aux États-Unis où le nouveau président pourrait être Donald Trump, qui est un climato-sceptique. Et donc, très rapidement, il y a eu un nombre de ratifications de l'accord de Paris qui a fait que, lorsque nous sommes arrivés à la COP22 de Marrakech, plus de 55 pays avaient ratifié et ça représentait plus de 55% des émissions globales. L'accord est entré en vigueur. L'accord est entré en vigueur. L'accord doit être mis en application à partir de l'année prochaine, mais nous n'avons pas encore finalisé les règles de mise en œuvre de l'accord. C'est-à-dire que bon nombre de règles ont été finalisées, mais il reste 3 thématiques relativement techniques qui n'ont pas encore été finalisées. Il s'agit donc de l'article 6, qui porte sur les nouveaux mécanismes de marché, qui peuvent permettre un échange de droits d'émission, c'est-à-dire un pays qui pollue beaucoup peut acheter des droits d'émission chez un pays qui pollue moins. Il y a donc l'article 6, il y a les règles sur la transparence, qui diront de manière claire quel pays a fait quel effort, quel pays a réduit ses émissions de quelle quantité, et quelles sont les sources de financement qui ont également été mises à disposition par les pays développés. Et il y aura, pour finir, la question des calendriers communs que l'on doit résoudre, c'est-à-dire les contributions déterminées nationales. Est-ce qu'il faut les présenter tous les 5 ans? Il faut les présenter tous les 10 ans? Et est-ce que leur durée, est-ce qu'elle doit être une durée de 5 ans, une durée de 10 ans? Donc cette thématique sur le calendrier commun doit également être finalisée. Et donc j'espère que très vite nous allons finaliser ces règles de mise en œuvre pour que l'accord de Paris puisse être mis en application, puisqu'il est rentré en vigueur depuis 2016 et la RDC a souscrit un engagement de 17%. Et c'est quoi l'idéal pour le pays lorsqu'on parle du calendrier commun? La révisitation après 10 ans, après 5 ans? Notre position en tant que RDC, nous pensons qu'il faudrait des calendriers de 5 ans. Comme ça nous permet, après 5 ans, d'évaluer quel a été le niveau de mise en œuvre et pouvoir réajuster, éventuellement rehausser le niveau d'ambition. Parce que lorsqu'on travaille sur un calendrier de 10 ans, un calendrier commun de 10 ans, on peut bloquer sur 10 ans une très faible ambition qui ne pourrait être revue que 10 ans après. Donc nous voulons avoir la possibilité de revoir l'engagement tous les 5 ans pour pouvoir voir si nous sommes sur une bonne lancée et pouvoir rehausser le niveau d'ambition en cas de besoin. Retrouvons le nouveau mot dans concept vert. Concept vert. La Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a été adoptée au cours du sommet de la Terre de Rio de Janeiro en 1992 par 154 États, auxquels il faut ajouter la totalité des membres de la communauté européenne. Elle est entrée en vigueur le 21 mars 1994. Nous enregistrons cette émission en pleine période de la pandémie Covid-19 et la République démocratique du Congo compte près de 5000 cas. Vous pensez que cette pandémie a profité au climat? À court terme, oui, puisque l'activité économique a été ralentie, c'est-à-dire que les industries ont été mises à l'arrêt, les émissions provenant de ces industries-là ont baissé. Les transports aériens se sont arrêtés, les transports maritimes ont été ralentis. Et donc, de manière générale, effectivement, le niveau des émissions de gaz à effet de serre a baissé depuis 4-5 mois. Maintenant, il s'agit d'une baisse qui est une baisse, je dirais, qui n'est pas structurelle, mais qui est liée à la conjoncture que nous traversons. Et donc,
lorsque l'économie reprendra, est-ce que nous reprendrons en ayant tiré les leçons qu'il était tout de même possible de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nous essaierons de continuer sur cette même lancée, ou alors les gens vont mettre les bouchées doubles pour rattraper les efforts économiques qui malheureusement ont été tellement coûteux pendant la période du corona. Donc, ça ne sera pas aussi une occasion pour vous de sauter, vous ne pouvez pas sauter sur l'occasion et avec un lobby aussi important? Oui, justement, nous ce que nous disons, c'est que ce qu'on nous disait politiquement et économiquement impossible à faire a été fait grâce à la pandémie. On nous disait impossible de ralentir les transports aériens, impossible de mettre à quai les navires, impossible de réduire la croissance économique. Or, tout ça s'est fait. Et donc tout ça s'est fait suite à la pandémie. Maintenant, nous devons redémarrer nos économies, puisque la pandémie a créé des ralentissements qui malheureusement ont apporté une récession, des problèmes au niveau social, au niveau de l'emploi. Et donc il faut que nous redémarrions nos économies. Mais nous pouvons le faire de manière plus sobre en carbone. Et moi je pense que nous avons une belle opportunité de le faire, de mieux penser notre relance économique. Et cette opportunité-là, elle est mince. Il faut absolument la saisir. Et nous pourrons effectivement reprendre notre développement économique de manière moins carbonée. Mais cela demande une certaine volonté politique, parce qu'il y a des arbitrages à faire. Et nous allons en tout cas à notre niveau sensibiliser autant que nous pouvons pour que cette relance économique puisse tenir compte de cette donnée environnementale et climatique. Et sur le plan de négociation, si c'est un retard imposé, comment se rattraper? Sur le plan des négociations, effectivement, nous nous sommes mis à discuter entre nous en utilisant des moyens virtuels, en utilisant des vidéoconférences. Toutefois, les pays ne sont pas encore désireux de prendre des décisions qui sont imposables à différents États à travers les réunions virtuelles. Nous verrons comment la pandémie va évoluer. Si jamais bientôt nous pouvons organiser des réunions en personne, à ce moment-là nous pourrons prendre les décisions qui s'imposent aux États. Mais si jamais la pandémie perdure, une seconde vague arrive, nous devrons continuer dans le mode de réunion virtuelle. Et à ce moment-là, il faudra peut-être que les États comprennent qu'il faudra que des décisions soient prises de manière virtuelle. À ce stade, ce n'est pas encore le cas, mais nous verrons comment est-ce que la pandémie évolue et nous verrons si les pays font suffisamment montre de flexibilité et de compromis pour pouvoir prendre des décisions donc, de manière virtuelle. Votre dernier mot, M. Tossi. 60 ans d'indépendance, c'est une date importante. Je pense que ça nous permet de voir d'où nous venons et avoir une démarche prospective sur là où nous devons aller. La RDC est un géant vert. La RDC a une forêt luxuriante qui joue un rôle de stabilisation du climat mondial. La RDC a d'autres atouts, un réseau hydrique qui couvre tout le pays et qui donne un grand potentiel en hydroélectricité. La RDC a également un potentiel important pour les autres énergies renouvelables, que ce soit l'énergie solaire, l'énergie éolienne, la biomasse ou la géothermie. La RDC peut également, avec ses minerais, avec certains minerais stratégiques, tels que le cobalt, tels que le lithium, participer au verdissement des économies à travers des voitures électriques, à travers une meilleure génération électrique et une meilleure efficacité énergétique. Donc la RDC détient véritablement la clé de plusieurs solutions qui peuvent aider la planète à faire ce saut qualitatif vers un développement qui soit moins carboné. On pourra dire qu'il sera difficile de parler de solutions climatiques sans faire allusion à la République démocratique du Congo. En tout cas,
la solution pour sauver la planète par rapport à ce problème du climat passe par la RDC. Il faudra maintenant que la RDC puisse déterminer quelle sera sa posture à la table de négociation. Est-ce qu'elle ira en négociant en sachant qu'elle a un rôle fort à jouer et en étant préparée, ou est-ce qu'elle ira d'une autre manière? Merci beaucoup, M. Tosti Pano-Pano. Avant de nous séparer, nous allons vous passer notre petit carnet et vous allons laisser votre contribution pour la planète par écrit. Très bien, avec plaisir. Mon idée pour la planète.